Annie Chapelier, députée du Gard. Je voudrais également revenir sur le titre « La République, l'Islam et la laïcité » et surtout ce qui est écrit ensuite « Coexistence ou incompatibilité ». J'entends beaucoup de propos qui sont, excusez-moi, très théoriciens, très théologiens, très utiles, passionnants, mais très éloignés du quotidien du musulman français moyen. Et je voudrais vous demander si on prend en considération un exemple de compatibilité et de coexistence quasiment absolue qui existe en République française, qui se situe dans un département d'outre-mer, Mayotte, où 95% de la population est musulmane, où se trouve la plus ancienne mosquée de France, à Tsingoni, qui est du XVIe siècle, active depuis le XVIe siècle, et où on vit en coexistence entre islam et république, à savoir que les muezzins appellent à la prière un peu partout sur l'île, et que, alors qu'en métropole ce n'est pas autorisé, et que les jours fériés musulmans font partie des jours fériés administratifs. On a réussi cette conciliation, car elle est venue tout naturellement, et on a une démonstration que c'est possible. Après, il y a d'autres problèmes à Mayotte, bien entendu, mais en tout cas, en ce qui concerne, je vous vois hocher la tête, Mohamed, et vous avez parfaitement raison, il y a énormément de problèmes à Mayotte, mais ces problèmes ne sont pas dus à l'islam. Alors qu'en métropole, nous avons des problèmes qui sont dus à l'islam et à l'islamisation. Alors, je voulais vous interroger, vous, comment vous percevez cet exemple qui, pour moi, quand même, est à prendre comme quelque chose qui montre que c'est possible, même si ça a été amené d'une façon historiquement totalement différente de ce que nous avons connu en métropole. Merci. Vous avez tout à fait raison. Vous qui vous coltinez au travail, vous avez les mains dans le cambouis. Ça a été dit pour le président de la République. Je pense que ça a été dit aussi au niveau des circonscriptions, de ceux qui sont investis de la souveraineté populaire et qui travaillent. Donc ce qui vous importe, ce qui vous intéresse, c'est comment trouver des réponses concrètes. Alors entendre quelqu'un qui est dans les cimes éthérées vient enseigner, je peux concevoir qu'il y a à minima un certain décalage pour lequel j'implore votre indulgence. Mais il se trouve, parce qu'il y a un mais il se trouve que nous pâtissons sur ce problème-là de la défaite de la pensée, de l'abdication de la raison, et on dit n'importe quoi. Même le champ sémantique n'est pas cerné. Vous avez des plateaux de télévision, je n'ai pas dit un mot sur la presse aujourd'hui, mais vous avez des plateaux de télévision depuis quasiment toujours, où on vous fait venir d'un côté, soi-disant la grosse artillerie, j'ai de sérieuses réserves sur la dite artillerie, et de l'autre côté, tour à tour, pas qu'une seule fois, parce qu'on aurait pu dire qu'il y a eu un accident de parcours, un judoka, un rugbyman, un basketteur, une lofteuse et un rappeur. Mais pour vous parler de quoi ? De télé-réalité, de sport, je sais pas quoi, de musique contemporaine ? Non, pour vous parler d'islam. En disant n'importe quoi. Et ce sont devenus des sujets anxiogènes. Et comment voulez-vous, Madame la députée, régler des problèmes sur place si vous n'avez pas un minimum, pas vous personnellement, étuité personné, vous pardonnez l'anglicisme, un background de ce que c'est cette tradition religieuse, de ce dont il s'agit au juste. Nous avions eu sur une chaîne de télévision d'information continue, ad nauseam, jusqu'à la nausée, la présentation d'un petit margoulin à Nantes, un boucher ou un boulanger, je crois, avec ses 4 épouses, voilées intégralement, et qui vient nous présenter, à nous, téléspectateurs, ce que c'est que la tradition religieuse islamique et qu'est-ce qu'elle lui commande de faire. Et on n'a pas dit un mot, parce que c'était concomitant, du décès du professeur Mohamed Harkoun.
Et donc, ce type d'information fera en sorte que nos autres concitoyens, qui ne sont pas musulmans, à juste raison dans certains cas, deviennent islamophobes au sens étymologique du terme. C'est-à-dire ils ont peur de l'islam. Si je devais être informé de ce qui se passe dans notre société qu'à travers l'unique canal de la revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons à un moment donné, et moi j'ai obtempéré, j'ai accepté, et je me suis coulé dans le moule de l'organisation d'aujourd'hui, de venir donner une explication en amont de ça. Bon, la prochaine fois, mais il y a certains points sur lesquels je suis on ne peut plus incompétent en ce qu'il s'agit de l'organisation au quotidien. Voilà. Alors, maintenant, vous m'avez posé la question sur Mayotte. Il y a aussi l'exemple de l'île de la Réunion. L'idéal eût été d'avoir un exemple comme ça en métropole. Simplement, et le simplement est de taille, c'est que moi je me rappellerai toujours de cette phrase d'un ancien garde des Sceaux qui disait « Ah oui, mais avec ses différents minarets, la France n'est plus la France. » Et je vous dis que je tiens compte aussi d'une réflexion comme ça. Parce qu'il y a aussi des aspects de type psychologique. On ne peut pas rester uniquement au niveau du droit. Parce que du point de vue du droit, uniquement, si le besoin se fait sentir, si la législation en vigueur est respectée et s'il y a lieu de construire un lieu de culte transparent, sérieux, répondant aux normes de sécurité, etc., il n'y a aucune raison de s'y opposer. Mais il y a aussi au niveau psychologique, il y a aussi une perception. Il faut en tenir compte. Et à titre personnel, je dis, même si ça ne plaît pas à certains de mes compatriotes musulmans, qu'il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte pour la paix civile, pour la cohésion nationale. Et donc l'exemple de Mayotte est-il exportable ou on peut l'importer en métropole? À la limite, pourquoi pas? Je vous donne l'exemple algérien, sous férule française. Savez-vous, Madame la députée, que la loi de 1905 n'était pas appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée? C'est étonnant. Étonnamment, les oulémas, ce qu'on appelle les oulémas, pluriel générique des savants, des docteurs de la loi, à ce moment-là, avaient demandé que la loi fût appliquée. Et le refus n'est pas venu du côté qu'on pense à propos de l'application de la loi. Donc, dans un premier temps, on leur a dit, vous savez, parce que les demandes sont venues aux alentours de 1916, globalement. On était en pleine guerre, donc c'était la Grande Guerre. On leur a dit qu'il va y avoir un régime dérogatoire de 10 ans. Vers 1926, la demande a été réitérée. Il y avait encore on a différé de 10 ans. Et par la suite, le report était sine die. On ne refait pas l'histoire, on ne recommence pas les choses. L'équivalent de l'utopie dans le temps, c'est l'uchronie. Si je devais avoir cette uchronie, eh bien, si la loi de 1905 était appliquée en Algérie, peut-être que nous n'aurions pas, ni en ce moment, l'islamisme qui gagne les esprits en Algérie, ni le problème que nous avons ici. Bon, c'est fait, c'est trop tard, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, le modèle est bien. Le modèle davantage de l'île de la Réunion me plaît parce que la société de Mayotte, elle est quasi monocolore, si je puis dire, sur le plan confessionnel, alors que celle de l'île de la Réunion ne l'est pas, et la coexistence est harmonieuse et pacifique, et on peut entendre effectivement l'appel à la prière, chose qui est inenvisageable en métropole. Et c'est navrant. Je n'appelle pas pour qu'il y ait des appels à la prière, mais je vous dis que les choses en plus se sont envenimées dans le temps, mais bon, ce n'est pas une raison pour abdiquer. Maintenant, les deux autres questions
cher monsieur, la République, l'islam et la laïcité, j'étais quelque part ravi, c'est pas parce que j'étais conforté dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, il n'y a aucune raison de parler de l'islam, puisque, comme les autres religions, oui, je le crois fondamentalement, il y a le même fond. Si ça a été réglé avec le christianisme, il n'y a aucune raison pour que ça ne le soit pas avec l'islam. Il y a le même ingrédient. Du point de vue de l'anthropologie du fait religieux, on a à peu près la même chose. Même si dans le domaine de l'Église catholique, on a une Église, donc l'Église, on peut la séparer du reste du peuple, du laos ou du laïkos, etc. Oui. Donc il n'y a aucune raison de s'y appesantir. Mais il se trouve que l'islam fait problème. Le vocable même est anxiogène. Et il y a, la preuve, on en parle d'un rapport, ça fait partie des problèmes de la République. Si on l'élude, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas esquiver, on ne peut pas ne pas répondre à un problème tel que celui-là. Donc on en parle. Il y a une corrélation entre la République, la laïcité, la tradition religieuse islamique. Je dis toujours tradition religieuse islamique, je ne dis pas islam tout court, parce que le mot est devenu un mot sac, comme on dit, un mot valise, dans lequel il y a tout le contraire de tout. Donc de ce point de vue-là, j'imagine que les organisateurs étaient inspirés d'en parler, parce qu'il faut nommer les choses, il faut dire ce qui ne va pas. Madame la députée est partie. Dans le Gard, il y a des problèmes liés à l'islam, pas sur l'île de Mayotte. Alors il y a deux islams différents. La manière d'aborder la religion, de la vivre, de la pratiquer est différente. Et donc on a peut-être des voyous, ou peut-être des gens ignares, ou peut-être des imams mal intentionnés qui, encore une fois, domestiquent, utilisent, manipulent, idéologisent cette religion pour d'autres fins. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé, et moi je pars toujours de l'idée qu'on n'élude jamais les problèmes, surtout quand ils sont aussi épineux. Pardon ? Ah oui, mais quand on a voulu avoir un peu de hauteur et quand on a voulu avoir un peu d'investissement intellectuel, c'était aussi dérangeant. Mais bon, c'est comme ça. L'éthique me recommande de ne pas m'appesantir sur ce sujet puisque la personne qui a posé la question n'est plus là. Donc, mais vous avez raison, il ne faut pas l'aborder du bout de la langue. La preuve, c'est que nous y sommes depuis 3 décennies ou 4 parce qu'on l'a toujours abordé du bout de la lorgnette. Merci tout d'abord pour votre intervention. Le député que je suis, en général, a été interpellé par ce que vous avez développé en termes de réislamisation des quartiers difficiles ou des quartiers abandonnés par la République, plus exactement, pour faire le prolongement de votre propos. Et conjointement, j'ai l'impression que ça a amené une forme de prépondérance du fait religieux et de la place de la religion dans le débat public. Et j'ai le sentiment que du coup, la religion, et vous l'avez souligné, dans la bouche de certains, n'est plus de la foi, mais c'est de la politique. Donc je voudrais avoir votre regard sur ce paradoxe en fait de parler de la République et de l'islam, quelque part, en associant finalement la politique et la religion. Et le co-rapporteur à la future mission d'information sur la radicalisation et les services publics que je suis en particulier, aussi souhaiterais avoir votre regard précis sur justement cette relation aux services publics qui sont le patrimoine de la République, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et comment on peut faire... quel regard portez-vous justement sur cette relation au service public qui est parfois difficile de la part de certains qui extrapolent les textes. Merci. Ernest Renan, qui est de Tréguier, dit que la nation est un plébiscite de tous les jours. Mais au-delà de ceci, elle se construit tous les jours et personnellement, je demeure convaincu que l'enjeu est si important que au-delà du vivre ensemble, ou les niaiseries du vivre ensemble, parce qu'on peut être ensemble dans la défiance, dans la méfiance, dans le repli, dans la détestation,
au même moment, on a envie d'un engagement commun pour une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Alors, je ne peux vous donner que mon avis, un avis d'homme, révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant. Rompre le paradoxe de l'immixtion des pouvoirs publics dans l'organisation d'un culte au même moment où l'État a besoin quand même d'un interlocuteur. Il faut aller dans un sens, il est légitime pour que la puissance publique, les pouvoirs publics, l'État, puisse avoir un interlocuteur sérieux, compétent, courageux, responsable. Ça sous-entend en creux que jusqu'à présent on ne l'a pas. Tant pis si ça me vaut des inimitiés, mais c'est la vérité. Seul le discours de vérité nous guérira. La vérité telle qu'on l'aperçoit, telle qu'on la croit, sinon on verse dans le dogmatisme. Donc je vous dis les choses telles que je les perçois. De tout temps, ce fut le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui était de fait, et non pas de droit, l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Et les différents recteurs successifs avaient l'autorité, l'aura, la stature, l'envergure, le charisme, si je puis dire, de pouvoir rassembler une bonne partie, si ce n'est la totalité, des citoyens musulmans. Même ceux qui étaient de passage dans notre pays ou ceux qui résidaient sans être citoyens. Donc, si je puis dire, la communauté pouvait et devait s'agréger autour du pôle que fut la Grande Mosquée de Paris. Ce n'est plus le cas depuis peut-être maintenant un quart de siècle. Nous pouvons le déplorer, mais c'est comme ça. Et donc, l'insignifiance ou l'encéphalogramme plat actuel de cette institution a fait en sorte que d'autres, la nature ayant horreur du vide, d'autres instances ont pu surgir. Et puis même on a cru en fabriquer une. Je ne veux pas être caustique ni irrespectueux, mais à un moment donné, il y a eu ce que j'appelle le conclave de Nainville-les-Roches. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est qu'en 2003, nous avions un ministre de l'Intérieur qui était peut-être pressé même de devenir président de la République, a voulu régler cette affaire assez rapidement, parce que ça faisait partie des fameux 4 I qui posaient problème. Insécurité, islam, identité, immigration. Et donc, a réuni en réalité des consultants dans un château qui appartient au ministère de l'Intérieur, à Nainville-les-Roches. Et puis il a dit, au bout d'un moment, lors d'un week-end, toi tu seras président, toi tu seras secrétaire général, toi tu seras trésorier. Donc on a désigné un bureau d'une instance et on a organisé post-eventum, après coup des élections, qui n'ont pas corroboré le dit bureau, mais on l'avait maintenu. Ça ne se passe pas comme ça dans les républiques bananières, mais ça se passe en France, en 2003. Et donc on s'étonne par la suite que la dite instance ne puisse pas jouir, si je puis dire, de l'adhésion de la jeunesse, qui voyait que c'était quelque chose qui était inféodé au pouvoir public, et dont les personnes qui y siégeaient, j'ai beaucoup de respect pour la dignité humaine, donc ça ne changera jamais, mais les personnes qui y siégeaient n'avaient comme horizon suprême que la possibilité d'être invitées à la garden party du temps où elle existait. Voilà, ça fait partie d'eux comme des notables. On a créé des notables, en marge totalement des aspirations, de la prise en charge éducative, spirituelle, toutes les demandes de cette jeunesse laissée pour compte. Alors maintenant, est-ce qu'il faut rattraper le coup avec un rectorat solide, sérieux? Pourquoi pas, c'est toujours possible. Est-ce qu'il faut restaurer ce machin au sens gaulien du terme, le fameux Conseil français du culte? En réalité, on aurait dû dire islamique, parce que la religion est islamique, l'homme est musulman.
Mais le culte n'est pas animé de vie, n'est pas d'être doué de raison, mais bon, on va dire le mot. Le CFCM. Bon. Le rôle de l'État, en cette situation si délicate, je le vois comme un rôle de catalyse. C'est un catalyseur. On apprend en chimie que dans une réaction chimique, vous avez des réactifs, vous avez des produits, et le catalyseur aide la réaction, mais il n'est pas tout à fait dans les produits. C'est pareil, donc c'est un rôle de régulation, d'aide, de permettre le cadre, de mettre un peu d'ordre dans la maison. L'économie, c'est le fait de mettre de l'ordre. Donc la maison islam est désordonnée dans notre pays. Donc, et en plus, tarir les financements occultes et puis l'ingérence d'États tiers, ce qui est une atteinte à la souveraineté de l'État français. Ce n'est plus possible. Nous disions tout à l'heure, avant de commencer notre rencontre, que celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique. Tant qu'on a des financements qui viennent d'instances ou de pays étrangers, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il y ait quelques conditions assujetties aux dits financements. Alors, vous pourrez toujours me dire, mais là on anticipe peut-être sur d'autres questions, mais comment on va financer ? Personnellement, je serais prudent quant à la fameuse taxe, et je préfère parler, je le dis sous l'autorité des juristes ici présents, je vois Faliel ici présente, je parlerai davantage de redevances que de taxes, d'une part, ou de contributions même volontaires. Et puis, je suis inquiet, personnellement, comme citoyen, de l'émergence de ce fameux marché du halal, qui commence à déborder beaucoup de choses, y compris les cosmétiques, le covoiturage, l'eau minérale. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc, ça fait une séparation. Et quand je parle de la cohésion nationale, il ne faut pas... d'autant plus que ça n'a pas de fondement théologique. Donc c'est pour ça que j'en appelle aussi à l'audace, au courage, à l'engagement des intellectuels musulmans, à ce que j'appelle l'islamologie savante. Et elle existe. Et nous avons besoin, l'université française a besoin de chaires d'islamologie savante. Bon, ça ne règle pas les problèmes politiques tout de suite, mais en tout cas, nous en avons besoin. Donc connaître les fondements théologiques de tel ou tel rite ou de telle prescription. Je risque de vous étonner, mais ce qui est prohibé pour un croyant musulman ou une croyante musulmane de stricte observance, c'est de ne pas manger d'une viande d'un animal abattu à une autre divinité qu'à Dieu. Tout simplement, rien d'autre, hormis la viande porcine ou la charogne qui sont connues et qui n'est qu'un héritage parce qu'il y a une filiation avec la Torah qu'on oublie. Mais le reste, dès lors qu'il y a une neutralité, c'est réglé même depuis 1903 par une fameuse fatwa, le mot qui ne veut pas dire condamnation à mort, la fameuse fatwa du 28 octobre 1903 par Mohamed Abdou, recteur de la grande mosquée d'Al-Azhar, recteur de l'université d'Al-Azhar, ce qu'on appelle la fatwa du Transvaal. Des citoyens sud-africains venus d'Inde, musulmans, ont posé la question, est-ce qu'ils peuvent manger de la viande en Afrique du Sud ? Et puis la réponse est venue. Je vous la fais très courte. Attendu que, une grande fatwa connue dans l'histoire qui a réglé ce problème. De nos jours, l'émergence de ce marché est problématique. Alors, la corroborer parce que ça rapporte, je ne suis pas sûr qu'il faille peut-être aller dans ce sens. Mais bon, si ça existe et on peut en profiter, j'allais dire pourquoi pas, mais c'est extrêmement dangereux. En revanche, peut-être les tours opérateurs pour ce qui concerne le pèlerinage ou d'autres sources de financement comme ce que j'appellerais les souscriptions nationales et internationales pour tel ou tel édifice,
peut-être pas nécessairement mosquée. Il vaut mieux peut-être qu'il y ait des écoles, il vaut mieux qu'il y ait des instituts, il vaut mieux qu'il y ait des bibliothèques, il vaut mieux qu'il y ait des centres culturels, parce que si on n'a pas où prier, on peut prier chez soi. En revanche, on a besoin aussi des lieux pour, si le besoin se fait sentir et on a envie de prier, à la limite, je ne suis pas contre comme citoyen, mais l'importance, le primat doit être donné à la formation de l'individu, à la préparation du citoyen. Et là, donc, à travers des fondations, à travers ce que j'ai appelé des souscriptions nationales et internationales, transparentes, le contrôle de la Cour des comptes doit être rigoureux et drastique.